Allez, salut à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format un petit peu différent d'habitude. Aujourd'hui, on va analyser la préparation de Christian Blumenfeld avant sa victoire sur l'Ironman Texas et avant sa course à Oceanside. Donc course qu'il aurait potentiellement pu gagner sans sa crevaison. Il perd quasiment 10 minutes et il finit quand même 15e avec un semi en 1h06. Donc vraiment, on peut estimer qu'il avait une très bonne forme sur cette plage Oceanside Ironman Texas. Texas, il fait une super course. Il court vite, il court, il me semble, à 3,40 au kilomètre, avec des conditions qui ne sont pas faciles, hein. Il fait chaud et humide. Donc c'est une très très bonne performance. Donc on peut estimer que à cette période-là, il est vraiment en forme, en tout cas sur ses épreuves de longue distance. Donc dans l'idée de cette vidéo, c'est d'analyser un peu sa préparation. Ce qui est cool, c'est que Christian Blumenfeld, il met tout sur Strava. Alors on n'a pas absolument tout, dans le sens où on n'a pas ces données de puissance, même si on peut les estimer, et on en parlera juste après. On n'a pas le contenu de ces séances de natation, même si on peut comprendre un peu comment ils fonctionnent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est enfin, c'est un athlète, du moins, les athlètes norvégiens partagent beaucoup autour de l'entraînement. Ils ont plusieurs podcasts. Christian, il fait des vidéos. Donc, en fait, quand on fouille bien, on peut trouver plein d'informations et on peut comprendre leur philosophie de l'entraînement. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je le fais de manière très large. C'est-à-dire, je m'intéresse à tout ce que les athlètes font de manière générale, toutes les nations, tous les groupes. J'essaie de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Pourquoi? Parce que ça permet déjà d'améliorer sa culture autour de l'entraînement, ça permet de se confronter à ses propres biais. Quand on a une façon de fonctionner, ben, aller voir une approche de l'entraînement différente de ce qu'on fait, c'est un bon moyen de se remettre en question et de se dire, ok, peut-être que ça peut être intéressant ou non, bref. C'est ce qui permet au fur et à mesure des années pour un coach, avec tout le travail autour de la compréhension de la physiologie, le travail sur le terrain, l'analyse des différents papiers scientifiques qui peuvent sortir. Bref, tout ce travail-là, pour moi, c'est un global qui permet de se construire sa méthodologie, améliorer ses compétences, vraiment se faire un avis et puis construire voilà, sa façon de fonctionner avec des raisons bien précises. Donc voilà. Donc là, on va voir la préparation donc, de Christiane. Vous allez voir, j'ai fait un petit tableau Excel où j'ai regroupé tous ses entraînements donc, sur sa préparation. Donc avant Texas et Oceanside, ils ont fait, donc les trois Norvégiens, donc Casper Storm, Gustav Iden et Christian, ils ont fait donc, un stage en altitude en Sierra Nevada. Et donc j'ai regroupé vraiment tout leur entraînement, toute la préparation en Sierra Nevada jusqu'à leur voyage aux US entre Oceanside et Texas pour vous montrer un peu comment ils fonctionnent. Mais donc avant d'aller un peu plus loin, il y a quelque chose qui est important de comprendre sur le mode d'entraînement des Norvégiens. C'est pour ça qu'on va faire un tout petit peu de théorie avant d'attaquer l'analyse. C'est en fait une composante assez centrale de leur entraînement qui est l'entraînement au seuil 2 ou autour du seuil 2. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer un peu comment eux, ils évaluent ce seuil 2 là, ou comment ils le définissent, pour qu'on soit bien d'accord sur le terme qu'on utilise. Parce que seuil 2, il y a mille et une façons de le définir. Et donc, si on le définit d'une façon et que eux le définissent d'une autre façon, eh ben, on peut avoir un petit décalage au niveau de la compréhension de leur séance d'entraînement. Donc, avant ça, il faut juste comprendre un petit peu le concept des zones d'entraînement d'un point de vue d'abord physiologique. Donc, physiologiquement, il existe trois domaines: le domaine modéré, le domaine heavy, le domaine sévère. Et donc, ces trois domaines, donc il y a le domaine de basse intensité qui se termine par le seuil 1. Ensuite, on a le domaine heavy, donc toutes les intensités intermédiaires entre le seuil 1 et le seuil 2. Puis le domaine sévère, donc le domaine des hautes intensités. Et donc, où se situent les seuils? Donc, on a le premier seuil qui vient clôturer le domaine modéré avant de passer dans le domaine heavy. Donc, le seuil 1, c'est le haut de la basse intensité. Ensuite, on a le seuil 2 donc le seuil 2 de lactate que les Norvégiens utilisent, qui vient se situer entre guillemets euh, sur la plage haute du domaine heavy. Mais pas tout à fait. En fait, il ne vient pas séparer vraiment le domaine heavy du domaine sévère. Il est juste un petit peu en dessous. C'est plutôt l'intensité critique qui va séparer le domaine heavy du domaine sévère. Pourquoi? Parce que l'intensité critique est l'intensité entre guillemets la plus haute à laquelle l'athlète ne va pas atteindre VO2 max. C'est-à-dire que si l'athlète se met sous intensité critique, sa consommation d'oxygène va dériver légèrement, mais elle ne va pas venir atteindre VO2 max. S'il se met un peu au-dessus, elle va dériver jusqu'à atteindre VO2 max. Donc, c'est plutôt ce marqueur-là qu'on va utiliser pour séparer le domaine heavy du domaine sévère, mais on peut très bien aussi utiliser le seuil de lactate. Là, on parle de quelques pourcents qui font quand même la différence, mais on parle de quelques pourcents. Le seuil 2 de lactate, il est légèrement en dessous de l'intensité critique. Donc, ce seuil 2 du moins, le CE2 qu'utilisent les Norvégiens, c'est pas FTP, c'est pas intensité critique. Ok, c'est une intensité qui est bien supérieure, FTP intensité critique, du CE2 de lactate.
Ensuite, le seuil de lactate, ben, comment eux, ils le définissent? Parce que on le voit par exemple avec ce petit schéma-là. Le CE2 de lactate, il a eu, enfin, même la littérature scientifique a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le CE2 de lactate, c'est cette intensité. Ok, c'est assez complexe dans le sens où il y a plein de définitions, mais il y en a une qui semble se démarquer et qui, du moins, enfin, de mon avis, me semble plus pertinente, c'est le concept de MLSS. Plutôt que de prendre juste une courbe de lactate et de chercher un point, on regarde plutôt les taux de lactate sanguin sur des durées plus longues. Donc, je vous donne un exemple ici, donc MLSS pour Maximal Lactate Steady State, donc l'état stable maximal de lactate. Donc, par exemple, je vous mets ici une petite représentation. On a un athlète qui fait des intervalles de 30 minutes, donc à 3,50, 3,40, 3,30 et 3,20 au kilomètre. On prend plusieurs prises de lactate, une après 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et on regarde comment se comporte le lactate. Donc, maximal lactate steady state, donc on cherche l'intensité la plus haute, où le lactate va rester steady state, donc dans un état stable. Et ici, qu'on voit sur notre schéma, 3,50, on est stable, donc on est à un petit peu plus de 1 millimol, on est stable. 3,40, on est proche de 2 millimol, mais on est toujours stable. Ensuite, 3,30, on est à 2,5, 2,6, on voit qu'il y a une stabilité. Par contre, quand on passe à 3,20, on voit que le lactate monte au fur et à mesure. Et donc, entre la mesure de départ et la mesure de fin, on a plus 1,5 millimol. Donc, le lactate n'est plus stable, on a dépassé le MLSS. Donc là, pour cet athlète-là, on peut estimer que son MLSS ou son seuil 2 de lactate se situe entre 3 minutes 30 au kilomètre ou peut-être un petit peu plus haut. Ok, et donc, quelle intensité ça représente? Voilà, pour donner une idée, j'ai essayé de le définir en temps limite. Donc, combien de temps on peut tenir à ce seuil 2? Globalement, ça va dépendre de la discipline. Forcément, en cyclisme, on va pouvoir tenir un peu plus longtemps, en course à pied un petit peu moins, en natation encore moins. Mais en gros, en course à pied, on va pouvoir tenir en compétition, donc vraiment dans un état reposé, avec l'émulation de la course, on va pouvoir tenir presque 70 minutes. Donc pour un athlète qui court autour de 3,20 sur un semi-marathon, eh ben, ça va être en gros son allure semi. Mais donc on est en dessous la puissance critique et la FTP. On est à 90-92% pour le cyclisme quand on parle de puissance, et on est à 80, près à 95% quand on parle de vitesse, de vitesse critique en course à pied. C'est variable d'un athlète à un autre, mais il faut bien comprendre que c'est en dessous de l'intensité critique. Et là, on a une autre représentation que j'ai ajoutée parce que je la trouvais assez parlante, donc qui est en natation, donc on parle en mètres secondes. Et là, pareil, on voit, donc on a de 1,26 mètres secondes à 1,33 mètres secondes, on voit qu'on est stable, et quand on passe à 1,34, 1,36, 1,36, 1,36 mètres par seconde, on est au-dessus du lactate steady state, donc on est au-dessus du seuil 2 de lactate. Donc voilà, donc en gros, le seuil de lactate pour les Norvégiens, il est défini comme MLSS. D'accord? Donc voilà, donc comme je le mettais ici, 90-94% de FTP ou puissance critique et 94 à 97% de vitesse critique. Moi, c'est ce que j'observe à peu près sur le terrain. Il y a de la variabilité, mais globalement, c'est une plage. Ça va bouger d'un individu à un autre, mais c'est globalement ce qu'on va trouver. Et donc, ça correspond à quoi en termes d'intensité? Pour qui ça parle, ça va être en fait la plage haute de sweet spot. Ok, donc vraiment le haut de zone 3. On n'est pas en zone 4, c'est le haut de zone 3. Donc, pour ceux qui utilisent le sweet spot à l'entraînement, c'est vraiment la plage haute. Il me semble que le sweet spot, il est défini comme 88 à 94% de FTP, pour ceux qui utilisent le concept de FTP. Moi, je n'utilise pas, mais ceux qui l'utilisent. Donc là, on est en plage haute, en gros. C'est après ça. C'est difficile de donner un pourcentage bien précis parce que il y a de la variabilité, mais globalement, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc, pour Christian Blumenfeld, donc avant de passer sur mon petit tableau Excel, j'ai estimé à peu près ces zones, ok, pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça donne et pour qu'on puisse comprendre sur le tableau après à quoi correspondent ces différentes intensités. Donc, j'ai fait une petite estimation à l'aide du tableau que moi j'utilise donc pour le coaching et que nous on utilise chez Trilab pour le coaching des athlètes. Donc, je vous laisserai le PDF pour que vous puissiez aller voir les zones exactement. Mais en gros, j'ai estimé en prenant ces différentes données, que ce soit sur Strava ou en compétition et autres, qu'en cyclisme, donc en extérieur et au niveau de la mer, c'est important à préciser, il a un premier seuil autour de 325 et un second seuil autour de 390. En course à pied, il a un premier seuil autour de 325 et un second seuil autour de 2,59. Donc là, on parle bien donc, au niveau de la mer, donc dans de très bonnes conditions. Parce que les zones, comme je le précise ici, sont contextuelles. C'est-à-dire que chaque changement environnemental va changer en fait la valeur des seuils. C'est-à-dire que
vous prenez par exemple votre seuil en chaussures nouvelle génération, donc chaussures carbone, vous n'aurez pas les mêmes valeurs qu'avec des chaussures d'entraînement. Vous faites votre séance sous 25 degrés, vous n'aurez pas les mêmes valeurs que sous 15 degrés. Ou du moins, il va y avoir une variabilité interindividuelle, mais vous n'aurez pas tout à fait les mêmes valeurs. Vous faites votre séance au niveau de la mer ou à 2000 mètres d'altitude, vous n'aurez pas non plus, vous n'aurez pas les mêmes valeurs. Donc, les zones et les seuils dépendent du contexte de l'environnement dans lequel on se situe. Et ça dépend aussi, bien sûr, du niveau de forme. On a vu par exemple Blumenfeld, donc Christian Blumenfeld en reprise. Donc, en décembre, il faisait ses séances de seuil 2. Donc là, on voit 6 fois 2 km récup 1. Il les faisait à 3 minutes 18 au kilomètre. Donc 3 minutes 18 au kilomètre, pour un athlète comme lui, on peut se dire, c'est vraiment pas rapide, quoi. Mais en fait, c'est simple, c'est juste qu'il est en reprise, donc sa forme est plus basse. Et puisque eux utilisent beaucoup les marqueurs internes pour gérer leur séance, donc en l'occurrence la fréquence cardiaque et l'analyse du lactate sanguin, ils vont ajuster les zones en fonction du contexte et de leur forme. Et là, donc voilà, on voit qu'à ce moment-là, c'est probablement que son seuil 2 était à 3,18. Malgré qu'en forme, il soit à 3,0, et ben la vérité, c'est que quand il reprend, ben, c'est comme tout le monde, il perd ses capacités et il regarde beaucoup plus bas. Et on voyait aussi sur Home Trainer, sur une de ses vidéos YouTube, il était au seuil 2, donc c'était pareil en reprise, à 350 watts, mais en intérieur, et vu qu'il y a une baisse de puissance en intérieur, voilà, ce qui est assez cohérent. Donc ça nous donne une petite idée en fait de ces différentes zones. Donc maintenant, on va aller sur le tableau Excel. Donc voilà, sur ce tableau Excel, j'ai regroupé en gros tous ces entraînements donc de leur début de camp d'entraînement en Sierra Nevada jusqu'à l'Ironman Texas. Donc on va le survoler, je le mettrai en téléchargement pour ceux qui le veulent. Après, vous pouvez aller sur Strava et voir les entraînements, hein. Moi, j'ai fait que récupérer les entraînements Strava, les mettre sur un Excel, et puis avec ma compréhension et le fait que j'écoute leurs podcasts, que je m'intéresse à ce qu'ils font, bah, j'arrive à comprendre quel est l'intérêt derrière chaque séance, enfin derrière leur mode d'entraînement. Donc là, on commence donc le 3 mars en arrivée donc en Sierra Nevada. Donc arrivé en altitude, donc c'était le mardi. Donc naturellement, tout le reste de la semaine, c'était de la basse intensité. Et ils ont commencé, donc quand je dis ils, c'est parce que Casper Storn et Gustav Iden ont fait globalement à peu près les mêmes entraînements. Peut-être que Christian en faisait un petit peu plus, mais globalement c'était similaire. Et on voit qu'ils ont fait leur première séance d'intensité en fin de semaine, donc des séances que je mets MIT pour Moderate Intensity Training, donc intensité modérée, donc c'est le domaine heavy. Et tout ce qui est en vert, c'est de la basse intensité. Ok, donc tout le début de semaine était à basse intensité. Et ensuite, ils ont fait leur première séance, donc des 50 et des 100, j'ai pas le contenu exact, c'était juste dans le titre, donc à intensité modérée. Sur le vélo, c'était un 6 fois 10 minutes récup 1, et en course à pied, c'était 12 fois 1 km, donc 3,19 à 2,59. Donc c'était que des 1000, des intervalles relativement courts. Et donc 3,19 à 2,59 pour un athlète comme Christian, c'est pas une séance très difficile, même si c'est en altitude. Globalement, c'est assez gérable pour un athlète comme lui. Voilà. Je serais étonné qu'il termine au-dessus d'un RPE 7,5 sur une séance comme celle-ci. Donc on voit, ça fait une première semaine à 27 heures, donc en altitude avec beaucoup de basse intensité. Ensuite, ce qui est assez marrant, vous allez le voir sur tout le reste de la préparation, c'est que il a une structure squelette un peu de sa semaine. Et en fait, il les répète. Et parfois, il fait même les mêmes séances exactement, mais juste il répète. Et donc, ça montre encore une fois un bon entraînement n'a pas besoin d'être extrêmement complexe. Euh, ça, c'est Stephen Seiler qui le dit, mais la physiologie est complexe, mais l'entraînement ne doit pas l'être. Et là, c'est typiquement le cas, dans le sens où l'entraînement est vraiment simple. Donc en natation, vous allez voir jusqu'à la fin de la préparation, bah, j'ai pas vraiment d'informations, simplement parce que Christian, il met sa montre en route probablement pour avoir le temps de séance, mais il met pas le contenu, il la met pas quand il nage. Donc j'ai pas les intervalles, je peux pas en fait comprendre ce qu'il fait exactement. Mais ensuite, sur les autres sports, donc on voit que globalement, il roule tous les jours sauf le samedi, et ça va se répéter assez souvent où il roule en fait 6 fois semaine. Et donc, il y a deux séances clés. Une séance au second seuil, donc LT2, et un peu au-dessus, et une séance LT2 qui est plus extensive, plus longue. Donc là, on voit début de semaine, il a fait un 4x8, 4x4, 8x1. Et ensuite, fin de semaine, il fait un 10x8. En course à pied, c'est le même principe, il fait un 10x5 récup 1 et après un 8x6. Et là, il a mis les vitesses sur le tapis, donc de 18 à 18,8 km/h. Et ça, c'est récup 1. Et après, il enchaîne avec 10 x 400 de 1,11 à 1,8.
Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 18,8 km/h, c'est probablement son seuil 2 en altitude. Ce qui est logique, s'il a un seuil 2 autour de 2,59 au niveau de la mer, bah, en altitude, il y a forcément un delta qui s'applique. Il va être moins performant, il a moins d'oxygène disponible, donc les seuils sont plus bas. Donc là, on voit 18,8 km/h. Ensuite, il fait un 10 x 400, une 11 vers une 8. Donc là, on est supérieur à 20 km/h. Donc là, on pourrait se dire, ah bah là, il fait du seuil 2, mais il va au-dessus de seuil 2, il fait du travail VO2 max. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, dans un de ses commentaires de ses vidéos, il expliquait que les 400 étaient plus faciles que les 6 minutes. Pourquoi? Parce que c'était des intervalles courts, et que même si c'était couru au-dessus du second seuil, le fait que l'intervalle soit court et la récup soit relativement longue, ici 50 secondes, il n'a pas vraiment le temps de dépasser le seuil 2 et finalement, c'est plus, il y a un intérêt mécanique dans le sens où il va courir plus vite que seuil 2, mais en restant en interne à peu près au niveau du seuil 2. Et là, je vous ai fait une petite explication à ce sujet-là parce que je trouvais ça aussi important. Donc, pour comprendre l'impact des durées quand on fait du seuil 2, donc ici, petit exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée de l'effort va avoir un impact sur ce qui va se passer en interne. C'est-à-dire que un athlète peut courir au-dessus de sa vitesse seuil 2, entre guillemets, en restant à seuil 2 ou sous seuil 2, simplement en manipulant la durée des intervalles. Là, on voit par exemple sur ce petit schéma qui est ici, tac, on prend une intensité, mais on change juste les ratios entre effort et récupération, et on voit que ça va avoir un impact sur le lactate sanguin. Par exemple, sur cette intensité-là qui était probablement très élevée, si on fait 10 secondes de travail, 20 de récupération, on voit que le lactate reste stable. Ok, donc on peut estimer qu'en termes de lactatémie, on reste inférieur au seuil 2. Si on fait 30 secondes d'effort, 1 minute de récup, pareil, on reste relativement stable, donc on peut estimer qu'on reste peut-être en dessous du seuil de lactate numéro 2, ou du moins qu'on a à chaque fois le temps de récupérer, puisqu'ici les récupérations sont quand même assez longues. Et ensuite sur le troisième, on voit qu'on augmente la durée de travail, mais on garde la même proportion de récupération, donc 60 secondes de travail, 1 minute 20 de récupération, et là on fait que monter. Ok, donc on voit que la durée de travail a un impact sur ce qui va se passer en interne. Et là, ça c'est issu d'un autre papier scientifique où il comparait la durée des paliers pour des tests de lactatémie pour créer des courbes. Et on voit bien que quand on utilise des paliers de 3 minutes, eh bien on vient surestimer nos valeurs. C'est-à-dire que la courbe va mettre plus de temps à s'élever, simplement parce que vu qu'on utilise des paliers courts, le lactate n'a pas le temps de monter, et du coup ça vient surestimer tous nos zones. Et par contre, quand on prend des paliers de 10 minutes, ben, on voit que la courbe, elle s'élève bien plus tôt et en fait, elle vient bien mieux estimer les zones, ce qui montre que vraiment la durée de travail va avoir un impact. Ok? Et là, je vous ai mis un petit exemple pour que vous compreniez ben, pourquoi Christian il fait ces intervalles courts à des intensités plus élevées. Donc déjà, ça a un intérêt mécanique, ça permet de... Le problème de s'entraîner beaucoup au seuil 2, c'est qu'on ne va pas chercher des allures très élevées. Donc en faisant des 400 un peu au-dessus de seuil 2, ça nous permet d'aller chercher des vitesses plus élevées, en l'occurrence ici des vitesses supérieures à 20 km/h, surtout en altitude où les vitesses sont plus basses que d'habitude puisqu'on a le déficit en oxygène qui est présent. Donc on peut se douter qu'il fait ça pour avoir un aspect mécanique, enfin pour vraiment pouvoir courir à des allures élevées en restant en interne, en ayant un coût métabolique qui reste relativement faible. Donc là, je vous ai mis un autre exemple. Si un athlète fait 6 fois 2 km au seuil 2, on va avoir une lactatémie. Alors là, c'est très schématisé, hein. Bien sûr, la lactatémie, elle va bouger un petit peu, mais on va avoir une lactatémie stable. Ok, si il se met supérieur au seuil 2, donc il passe à 3,20, on va avoir une lactatémie qui monte, qui monte, qui monte. Ok, si il fait la même chose, donc il se met à 3,20, mais il fait que des 400 au lieu de faire des 2 km, vu que les intervalles sont courts, et ben son lactate va rester stable. Donc, cette modalité d'entraînement, elle permet finalement de courir ou de pédaler ou de nager à des vitesses plus élevées que le seuil 2, tout en restant au seuil 2 ou inférieur au seuil 2. Donc voilà, de retour sur le petit Excel. Donc on voit effectivement qu'il utilise ici plusieurs modalités et il utilise également un vélo où il fait 4x8, 4x4, 8x1. Donc il va chercher des intensités plus élevées. Sur celle-ci, peut-être qu'il dépasse le seuil 2, c'est possible. En tout cas, dans sa vidéo YouTube dont je parlais sur le module, il disait, enfin, il allait chercher légèrement au-dessus du seuil 2, mais ce n'était pas non plus l'entraînement VO2 max.
Donc on voit ici quand même donc beaucoup de volume, on est sur 32 heures en altitude, il court tous les jours, donc là il y a 128 km en course à pied, 13h50 à vélo, 7h50 en natte, donc beaucoup de basse intensité et au total on se doute qu'il y a 2 séances intenses par sport, mais qui sont relativement contrôlées. On n'est pas sur des grosses séances VO2 max, on est sur des séances autour du seuil 2 et c'est représentatif de ce qu'ils font à l'année. C'est-à-dire que c'est leur approche de l'entraînement. Donc ensuite, la semaine d'après, bah, on est toujours en altitude et on est sur le même principe. On voit qu'en fait, ils répètent les mêmes séances, hein. Par exemple, le dimanche à vélo, il refait 10 fois 8 minutes. Il refait la même séance en course à pied le dimanche. Au milieu de semaine, ils ont fait 14 fois 1 km de 3,8 à 3,0. Mais là, il me semble que c'était plus bas en altitude. Et vu que c'est que des kilomètres, c'est relativement court, ça permet de courir relativement vite. Mais gardez à l'esprit que 14 fois 1 km de 3,8 à 3,0, pour un athlète comme Christian, c'est vraiment, enfin, c'est pas des intensités élevées. Pour lui, 14 fois 1000 de 3,08 à 3,0, mis en relation avec son niveau, c'est pas très très difficile, même si c'est en altitude. Donc là, on est de nouveau sur une semaine à 34 heures. Ensuite, là, c'est la semaine avant Oceanside. Donc là, c'était un petit peu différent à vélo, c'était un petit peu allégé. Il y avait une seule séance intense, 8 x 5 récup 2. Donc peut-être légèrement au-dessus du seuil 2 puisque le contenu était plus court et les récup plus longues. Donc là, c'est possible qu'il ait été un peu au-dessus du seuil 2. Je n'ai pas le détail des watts, donc c'est difficile à dire. Ensuite, ils ont eu des testings aéro. Et en course à pied, là, il a fait du travail donc, de seuil 2 avec des intervalles courts, donc 2 fois 10 fois 400, une 12 vers une 8. Donc pareil, hein, pour lui, une 12 vers une 8, il faut mettre en relation avec son niveau, hein. Une 12 par 400, c'est 3,0. Pour lui, c'est tout juste de l'allure semi. Donc imaginez faire un 400 allure semi, c'est vraiment pas difficile, hein. Et même une 8 pour lui, c'est pas compliqué, hein. Enfin, par rapport à son niveau, je vous assure que c'est pas très rapide. Donc là, il fait un total de 20 fois 400, on récup 50. Donc ça lui permet de travailler autour du seuil 2, mais avec des allures un peu plus élevées que le seuil 2. Et fin de semaine, il a fait une séance par contre plus intense où il a fait 20 fois 400, récup 1, donc là une 15 vers une 4. Donc là, on peut estimer que à 7 jours de la course, il voulait faire une séance plus difficile pour créer un stimuli un petit peu plus important avant Oceanside. Donc ensuite, Oceanside, on voit qu'il y a eu les gens de voyage, donc il y a eu beaucoup de décharges. Par contre, en course à pied, il a continué à courir quasiment tous les jours. Le lundi, il avait même un double run où il fait. Et donc là, le volume n'est pas à jour parce que j'en ai mis que un, mais il fait du coup il fait 27 km. Il court tous les jours. Il fait donc là un petit rappel le jeudi 5 x 2 un peu sous le seuil 2 vers au-dessus du seuil 2. Et après la course à Oceanside où malheureusement il crève à vélo. Donc il finit, il me semble, 15e. Et le semi, donc, ouais, c'est une 9. Il me semble, ouais, une 9. Ok, j'ai dit une 6 au début, c'était une 9 pour 21,5 km. Donc on peut estimer qu'en finissant 15e et en partant 10 minutes après, j'ai pas fait les calculs, mais qu'il était bien sûr en capacité de gagner cette course, quoi. Et donc on voit la semaine avant Oceanside, il est toujours à 31h40. Et donc voilà. Ensuite, donc ils sont partis au Texas pour préparer l'Ironman Texas qui était 3 semaines après. Et donc la première chose qu'on peut constater, c'est que même si cet Ironman Texas arrive 3 semaines après, il n'y a eu aucun travail vraiment spécifique à Ironman. Il y a eu beaucoup de volume, beaucoup de séances extensives, donc qui restent quand même assez spécifiques au triathlon de longue distance. Donc ça reste spécifique quand même à Ironman, mais il n'y a pas eu de séance vraiment à allure Ironman pour le moment. Et donc là, on arrive, donc ils font leur voyage, donc ils partent au Texas, et là on a le dernier bloc avant l'Ironman Texas. Donc là, on voit qu'il remet du volume, hein. Directement la semaine après la course, il refait 110 km à pied. Bon, bah là, on parle d'un athlète de haut niveau, hein. Ça fait plus de 15 ans qu'il s'entraîne très sérieusement. Pour lui, 110 km par semaine, c'est pas, enfin voilà, c'est un peu pas la routine, mais il le fait très souvent. Pour lui, c'est pas très dur. Donc, on met tout ça en relation, hein. Bien sûr, lui, il est capable de le faire, mais on parle vraiment d'une exception. Du moins dans le milieu des triathlètes. Après, chez beaucoup de pros pratiquent ces volumes-là, hein. Bien entendu, Christian n'est pas une exception. On voit d'autres professionnels qui s'entraînent autant, hein. Les semaines au-dessus de 30 heures, c'est assez courant dans le triathlon de haut niveau. Et donc, on voit donc la semaine juste après Oceanside, il est directement sur 33 heures, 110 km à pied, 16h20 en vélo et 6h58 en natation. Et donc là, les séances clés, bah, il reproduit un peu au milieu de semaine, il reproduit ce qu'il faisait donc, sur le camp d'entraînement Sierra Nevada, donc 4 x 8, 4 x 4, 6 x 1. Donc même bloc où on peut estimer qu'il fait seuil 2 vers au-dessus de seuil 2. À pied, séance seuil 2 classique, 14 fois 1 km, 3,15 vers 2,56. Toujours cette progressivité. D'habitude, quand ils font leur séance de seuil 2, ça va globalement jusqu'à 12 fois 1 km au seuil 2.
Mais j'imagine que quand ils sont dans des cycles un peu plus extensifs en préparation Ironman ou 70.3, ils allongent le volume de travail, donc ils passent à 14 fois 1000, mais du coup ils commencent un peu plus bas. Ok, donc ils commencent 3,15, donc 3,15 globalement c'est son allure 70.3, et il finit seuil 2 ou son allure semi. Donc voilà, mettez en relation avec vos données, par exemple, avec vos valeurs, faire 14 fois 1 km où tu commences le premier allure 70.3 et le dernier allure semi, c'est pas extrêmement difficile. Alors pour la majorité des triathlètes amateurs, le fait que ça soit 14 km de travail, ça va être difficile au niveau mécanique. Mais pour un athlète qui court beaucoup, c'est pas une séance spécialement difficile. C'est une séance qui se reproduit bien, qui se répète bien. Et donc là, le dimanche, puisque l'Ironman est 3 semaines après ou 15 jours après, et ben là, on a les premières séances spécifiques Ironman. Donc à vélo, on voit qu'ils ont fait 1h30 plus 1h45, donc probablement allure course. Ok. Donc là, ils ont fait 4h30, 190 km. Et le même jour, donc en fin de journée, ils ont fait 3 fois, enfin, là on parle vraiment de Christian, mais ils ont fait globalement toutes les mêmes séances. Il a fait 3 fois 30 minutes, donc progressif de 3,38 vers 3,26, donc on peut estimer en gros haute zone 2 vers premier seuil. Son premier seuil doit être au niveau de la mer autour de 3,25, donc là ça devait être progressif de haute zone 2 à, donc en gros de allure Ironman, haute zone 2 à premier seuil, donc 3,26. Ensuite, la semaine d'après, même concept. Même séance à vélo, sauf qu'au lieu de faire 6 fois 1, il a fait 8 fois 1. Donc voilà, on voit qu'il répète, hein. Là, si on regarde, il a fait 1, 2, 3, 4 fois la même séance sur un bloc de 6, 7 semaines. Donc voilà, hein, l'entraînement est relativement simple. Ensuite, 6 fois 2 km, 3,17 vers 3,9. Donc pareil, une séance de seuil 2 assez similaire de ce qu'il a fait la semaine d'avant, sauf que là, il y a 12 km de travail et toujours pareil au seuil 2 ou légèrement en dessous. Et fin de semaine, ils ont fait donc 4 fois 34 km. Donc la boucle, il me semble que c'est la boucle de l'Ironman Texas à allure course. Et le dimanche, 50 minutes, 30 minutes, 17 minutes 30. Donc de haute zone 2, pareil à premier seuil à peu près. Donc en gros, avant la semaine de course pour le Texas, ils n'ont fait que, entre guillemets, que 2 séances spécifiques Ironman à vélo et 2 séances spécifiques Ironman à pied. Donc là, on pourrait se dire, oh, c'est vraiment très peu. Mais il y a une stratégie derrière tout ça. Et d'ailleurs, Christian en parle un petit peu dans le dernier podcast qu'il a fait sur leur chaîne YouTube Santara Tech. Et il disait qu'en fait, même si l'Ironman Texas, c'était. Donc, je vais le retransmettre un petit peu près, mais après, si vous voulez aller voir, allez la voir. Mais en gros, Ironman Texas, c'était un objectif, mais c'était pas non plus l'objectif principal, qui est en l'occurrence l'Ironman les championnats du monde à Nice. Donc, l'idée, c'était de rester sur un entraînement un peu plus classique et pas faire trop de spécifique. Et en fait, ça s'entend parce que le souci déjà du très spécifique Ironman, c'est que quand on en fait trop, on s'use beaucoup. C'est-à-dire que les séances de 30 km, les grosses séances très longues à allure Ironman, bah, en fait, c'est quand même très usant. Donc, en faire de trop, c'est quand même un bon moyen de venir s'user, de se fatiguer, et c'est pas forcément la meilleure approche. Sachant que sur tout leur bloc d'entraînement, ils ont une approche qui est globalement extensive. Ils font des séances d'intensité qui sont quand même relativement longues et à des intensités légèrement inférieures ou au seuil 2. Beaucoup de volume, donc en fait, ils remplissent déjà beaucoup de critères de spécificité de l'entraînement pour l'Ironman. Et ensuite, ces dernières séances très spécifiques, ben, est-ce qu'on a besoin d'en faire vraiment, quand on s'entraîne comme ça, du moins, est-ce qu'on a besoin d'en faire autant? Ben, c'est pas sûr quand on a une approche annuelle de l'entraînement qui est déjà assez extensive, avec beaucoup de volume, etc. Ben, on n'a pas besoin de faire énormément de spécifiques Ironman. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur tous les athlètes du courte distance qui arrivent sur Ironman, ben, il y en a plein qui tout de suite sont très forts parce que simplement, ben, ils ont déjà rempli toutes les conditions. En fait, ils font beaucoup de volume, ils ont des paramètres physiologiques qui sont déjà extrêmement bien développés. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'aller faire énormément de spécifiques Ironman ou du moins est-ce que ça va être payant? Ben, on peut se poser la question. Et il donnait aussi l'exemple de Francfort l'année dernière, où il est arrivé sans préparation Ironman et au final il a fait une énorme course où il gagne d'ailleurs. Donc voilà. Donc l'idée c'était volontaire en fait de faire peu de spécifiques comme ça. Et donc semaine de course, bon, bah, on voit qu'il continue à nager tous les jours, il continue à courir quasiment tous les jours. On voit qu'il y a une grosse fréquence en course à pied hein, d'entraînement. Petit rappel, juste à vélo, 5 fois 5 minutes au second seuil. Pas plus de rappel, mais en même temps, le dimanche, donc à 6 jours de la course, il faisait encore 30 bornes à pied. Donc il n'y a pas spécialement besoin de faire beaucoup de rappels avant la course. Puis au final, donc, il gagne la course de l'Ironman
l'Ironman Texas avec un marathon en 2h36 et il me semble, il n'y a pas tout à fait la distance, mais il me semble 3,40 au kilomètre ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là, si on fait un petit récap sur les chiffres, donc que je trouvais intéressant, donc j'ai regroupé, donc vu que j'ai pas le détail des entraînements de natation, je l'ai fait en cyclisme et en course à pied. En course à pied, on voit un total de 51 entraînements sur 55 jours, donc 2 jours de course. Donc dans tout ça, j'ai pas compté les jours de course, à préciser. Donc on voit qu'il y a en gros 39 entraînements à basse intensité, donc 76% de nombre d'entraînements à basse intensité. Là, je ne parle pas de durée, je parle vraiment de nombre d'entraînements. Si on parle en termes de durée, je pense qu'on arrive quasiment à 90% d'entraînements à basse intensité. Mais moi, je préfère raisonner en nombre d'entraînements, c'est beaucoup plus cohérent pour séparer les entraînements peu stressants des entraînements très stressants. Donc on voit 76% d'entraînement à basse intensité et 23% d'entraînement majoritairement sous le seuil 2 ou autour du seuil 2. Ok, donc pas des intensités non plus très élevées. Et à vélo, on a après la même chose. 40 entraînements, 29 à basse intensité et 11, enfin, 11 entraînements stressants donc, autour du seuil 2. Donc ce qu'on peut remarquer, déjà, c'est très peu d'entraînement VO2 max ou à haute intensité. On en voit un réel ici, et encore c'est progressif, c'est une 15 vers une 4, donc ça ne devait pas non plus être extrêmement difficile, mais on voit très peu d'entraînement VO2 max vraiment difficile, euh, et on voit beaucoup d'entraînement autour du seuil 2. Donc là maintenant la question c'est pourquoi utiliser cette modalité d'entraînement donc autour du seuil 2 et pas plus haut ou plus bas. Et donc moi j'ai tenté de répondre à cette question puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Dans cette approche de l'entraînement assez contrôlé, avec des entraînements proches du seuil 2. Donc cet entraînement proche du seuil 2, moi, et de manière assez contrôlée, moi ça me parle bien et je vais vous expliquer également pourquoi. En vous expliquant pourquoi eux ont un petit peu cette approche-là, ben, vous allez comprendre les intérêts de faire des entraînements autour de cette intensité-là et de manière assez contrôlée. Donc de laisser de côté un peu l'entraînement à haute intensité vraiment difficile pour des entraînements un peu plus bas en termes d'intensité mais avec un peu plus de volume et un petit peu plus contrôlé. Il y a des intérêts, et je vais tenter de vous les expliquer pour vous montrer pourquoi eux s'entraînent comme ça et pourquoi moi c'est une approche qui me parle bien également. Ok. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur l'entraînement au global, si on prend la pyramide, donc la hiérarchie des besoins en entraînement d'endurance que Stephen Seiler a créé, donc la base de la pyramide, c'est les points qui sont vraiment bien établis. On sait aujourd'hui, par exemple, que pour un athlète d'endurance va avoir besoin de faire beaucoup de volume. C'est une cause et une corrélation de la performance, c'est un peu des deux. Et ça, il le respecte, hein. On voit Christian sa préparation, chaque semaine de travail entre guillemets est supérieure à 30 heures, donc le volume, il n'y a pas de souci. La fréquence également, on voit qu'il court quasiment tous les jours. L'entraînement ensuite à haute intensité ou les séances d'entraînement stressantes. Quand on dit haute intensité, c'est pas forcément VO2 max, ça peut être très bien de l'entraînement autour du seuil 2, ça peut être 12 fois 1000, voilà, c'est une séance de haute intensité. Et ensuite, la distribution des intensités, donc le fait d'avoir une majorité d'entraînement à basse intensité et une minorité d'entraînement stressant, ok, donc à intensité modérée ou haute intensité. Par exemple, on verra, enfin, ça n'existe quasiment pas, des athlètes d'endurance au plus haut niveau qui s'entraînent 8 heures par semaine uniquement de haute intensité, ok, parce qu'il y a des principes de base qui sont aujourd'hui bien établis. On sait qu'on a besoin de volume, on sait qu'on a besoin d'intensité et d'une bonne distribution entre les deux. On verra jamais quelqu'un au plus haut niveau dans un sport d'endurance qui s'entraîne 4 fois par semaine, juste 4 séances très très difficiles en termes d'intensité. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas tout simplement. Maintenant, on va tenter de répondre à la question que la plupart des gens, je pense, attendent. Pourquoi cette approche du HIIT? Donc pourquoi cette approche assez contrôlée et l'utilisation de ces intervalles sous-maximales, extensives, inférieures au seuil 2, bref, toutes les appellations qu'on peut lui donner. Donc première chose, donc on voit que cette zone utilisée, donc je vous mettrai, je ne peux pas zoomer plus, je vous mettrai le PDF si vous voulez le télécharger, mais en gros, eux, ils vont travailler sous le seuil 2 et au seuil 2 pour leur séance, pour la grosse majorité de leurs séances d'intervalle. Ok. Donc maintenant, la question c'est est-ce que c'est une zone magique qui permet des adaptations bien spécifiques? Eh ben non, pas du tout. Aucune zone n'est magique et ne permet des adaptations bien spécifiques. Ok, ça n'existe pas. Toute zone a un intérêt, toute zone provoque des adaptations avec des avantages et des contraintes. Ok, et c'est plutôt la compréhension des avantages et des contraintes qui va nous expliquer pourquoi eux, ils font le choix de s'entraîner beaucoup dans cette zone-là pour leurs séances intenses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une séance d'entraînement intense ou une charge d'entraînement globale,
ça va créer deux choses. Ça va créer des signaux adaptatifs, ce qu'on cherche, donc pour créer des adaptations, progresser, et ça va créer un stress systémique. Donc, en fait, des sortes d'effets secondaires qu'on veut essayer de limiter. Ça peut être de la fatigue chronique, hein, quand vous faites une grosse charge d'entraînement. Des fois, vous allez vous lever le matin, vous êtes fatigué, vous êtes marqué musculairement, vous avez des dommages musculaires. Tout ça, ça va être un stress systémique qui va avec les signaux adaptatifs. Ok, c'est un peu les effets secondaires et dans l'idéal, bah, nous, on veut les limiter. Parce que si on en a de trop et qui s'accumulent, on va vers un surmenage non fonctionnel ou voire du surentraînement. Et donc, pourquoi eux, ils s'entraînent dans cette zone-là? Deuxième point, je vous ai expliqué que, en gros, cette zone de seuil de lactate ou de MLSS, c'était finalement assez proche de la plage haute du sweet spot. Donc le sweet spot, ça a été une mode un temps où en fait on expliquait que le sweet spot était intéressant parce que c'était un point, une intensité du moins qu'on pouvait facilement accumuler et qui nous permettait en fait d'avoir un bon ratio de création de charge. En gros, si on prend un modèle purement mathématique, on te dit bah, il faut que tu accumules le plus de charge possible. Bah, globalement, en s'entraînant au sweet spot, on va pouvoir tenir assez longtemps et donc accumuler beaucoup de charge. Bien sûr, c'est ultra réducteur comme concept. Ça a créé des concepts où des gars en fait cherchaient dans la semaine simplement à accumuler un max de sweet spot. Ça n'a pas vraiment de sens, hein, c'est pas hyper logique, mais bref, c'est pour montrer en fait que cette intensité sweet spot, son intérêt, donc là on a un petit schéma qui est purement théorique et qui est ultra limité, je tiens à le préciser, et il nous montre plusieurs courbes. Donc il nous montre la zone sweet spot qui est ici, ok? Ensuite, il nous montre une courbe qui est le physiological strain, donc en gros, le stress systémique qui va être causé par l'entraînement. Donc forcément, le stress systémique, il va être croissant en fonction de l'intensité. Plus vous allez aller à haute intensité, plus vous allez créer un stress de manière générale. Ensuite, là, ils nous mettent une courbe, l'effet de l'entraînement sur le threshold power, donc sur le seuil. Bon, ça, je ne sais pas d'où il la sortent, mais bon, ça reste quand même assez théorique. Mais en gros, c'est la courbe qui montre les effets sur le seuil d'amélioration du seuil 2 en fonction de l'intensité d'entraînement. Alors, la haute intensité permet de développer. Enfin, cette courbe, elle a une forme de sens, mais c'est ultra théorique, hein, on est d'accord. Et en fait, les courbes qui nous intéressent, donc c'est la courbe du physiological strain et de la durée maximum maintenable à l'intensité. Et on voit qu'en fait, l'avantage de cette intensité sweet spot ou MLSS, eh ben, c'est qu'on peut la maintenir assez longtemps, c'est-à-dire que c'est assez intense, mais pas trop non plus. Donc on peut faire par exemple, quand on est bien entraîné, des 12 fois 1000 à cette intensité-là, tout en limitant le stress systémique. Donc en fait, il semblerait que cette intensité-là soit un assez bon ratio entre notre capacité à la maintenir et le stress provoqué. Ok, donc ça veut dire que c'est une intensité qui est quand même assez élevée, mais qu'on peut maintenir assez longtemps. C'est en fait un bon compromis. Mais voilà, gardez à l'esprit que ce concept du sweet spot, comme il a été évoqué au départ, il reste ultra limité, mais du coup, ça nous donne des informations qui sont quand même assez intéressantes. Maintenant, deuxième chose pour essayer de comprendre ce concept. Alors, ça, c'est un petit texte qui est issu d'un article de blog d'un entraîneur norvégien. Donc pareil, vu que le PDF sera en téléchargement en pièce jointe, vous pourrez le télécharger et aller le lire. Donc voilà quelques arguments qui sont évoqués dans cet article concernant cet entraînement assez contrôlé autour du seuil 2. Donc, comme il explique, l'entraînement nécessite un temps de récupération plus court et ça permet un meilleur contrôle pour maintenir la continuité des entraînements. Ça signifie qu'on peut s'entraîner plus longtemps et faire davantage de séances intenses. Donc en gros, ça voudrait dire que, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que ces séances-là au MLSS ou au CE2 qui sont assez contrôlées, ben, vu qu'elles permettent de faire un temps de travail assez important, mais pas trop de stress. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir répéter plus souvent ces séances-là, alors qu'une séance très intense, ben, peut-être qu'en fait, elle nous créerait plus de stress, mais on pourrait moins les répéter, ou du moins, ça serait plus risqué. Donc voilà un premier argument. Deuxième argument, c'est que l'entraînement active fortement les unités motrices à des vitesses charge de travail comparables à celles des compétitions. Donc ça, c'est assez vrai dans le sens où si vous faites que un entraînement extrêmement polarisé, par exemple que de la basse intensité et que de la VMA pour préparer des épreuves, vous allez courir dans le domaine heavy, donc autour du seuil 2 par exemple, ou dans la zone tempo, ben, vous ne pratiquez pas la spécificité de votre course. Donc ça, c'est une limite. Ok. Donc l'entraînement augmente l'utilisation fractionnelle du VO2 max, donc la capacité à tenir un pourcentage élevé de VO2 max.
Ça, c'est assez vrai dans le sens où ce type d'entraînement va permettre d'améliorer notre capacité à maintenir un haut niveau de VO2 max. C'est-à-dire qu'on peut avoir un athlète qui a un VO2 max très élevé et un autre un VO2 max moins élevé, mais celui qui a un VO2 max moins élevé est peut-être capable de tenir une intensité, enfin un pourcentage élevé de VO2 max plus longtemps que l'autre. Donc finalement, sur une épreuve de longue distance, être plus performant, même s'il a un VO2 max plus faible. Donc ça, c'est pas totalement faux. Ça conduit à un déplacement vers la droite de la courbe de seuil. Ça, on peut effectivement comprendre que ça peut vraiment fonctionner. Euh, il avance aussi l'argument que les athlètes d'endurance de haut niveau atteignent souvent leur plafond génétique et personnel de VO2 max assez tôt. Et il y a peu à gagner en fait sur ce levier-là. Moi, je suis assez d'accord dans le sens où, de 1, VO2 max, bon, certes, on peut le faire progresser, il est quand même assez génétique, on peut le faire progresser, mais il ne va pas progresser en faisant que l'entraînement à VO2 max. C'est plutôt l'accumulation d'entraînement avec les années qui va le faire progresser. On va pouvoir le maximiser un peu avec plus d'entraînement à VO2 max, ça c'est sûr. Mais il y a un autre truc qui est assez important, c'est que effectivement, si VO2 max est un facteur très important pour la performance, le problème, c'est la question qu'on peut se poser, c'est quel levier on a sur ce facteur. Je vous donne un exemple. Dans le basket, un des facteurs importants, j'imagine qu'un des facteurs importants du basket, c'est la taille. La taille joue, pour certains postes du moins, je ne connais pas bien le basket, mais la taille joue un rôle important dans la performance en basket. Vous avez un athlète qui fait 1,80 m. Oui, il n'est pas le plus grand, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Et ben, VO2 max, je le vois un petit peu comme ça. Ok, des fois, VO2 max, il est pas hyper élevé chez un athlète, mais est-ce que tu as vraiment beaucoup de levier dessus? Est-ce que tu vas concentrer tout ton entraînement là-dessus? Est-ce que vraiment tu vas réussir, via cet entraînement-là, à développer beaucoup VO2 max? Eh ben, moi, j'en suis pas certain. Donc oui, VO2 max, c'est important, mais la question qu'on doit se poser, c'est quel levier on a sur celui-ci? Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps? Tu vois, quel levier on va avoir? Voilà. Donc ça, c'est une question qui mérite d'être, enfin, on peut se la poser, hein. On peut se poser cette question. On a difficilement des réponses précises à ce genre de questions. Mais c'est le jeu de la physiologie et de l'entraînement, c'est qu'on doit essayer de mêler, entre guillemets, la science et le terrain pour comprendre toutes ces choses-là. Et donc, cette intensité permet un volume d'entraînement plus important. Voilà, donc on revient au même, vu qu'on fait un entraînement plus contrôlé, moins stressant, on se laisse la possibilité de faire peut-être plus de volume à côté. Donc en fait, on comprend bien que l'entraînement dans cette zone-là, autour du MLSS, en fait, il est fait avec une vision assez holistique de l'entraînement. Ok. Donc là, et après, il avance que l'entraînement consiste à détruire, donc provoquer du stress physiologique, puis reconstruire le corps. Bon, ça, c'est vraiment réducteur, mais bon, c'est pas non plus faux. Et donc, dans cette logique, la progression et la continuité, donc, ou la constance, c'est deux facteurs extrêmement importants. Et là, je suis totalement d'accord, dans le sens où faire des séances très difficiles, tout le monde sait le faire, mais la vraie difficulté quand tu es un athlète d'endurance, c'est de faire des bonnes séances, des bonnes semaines toute l'année. Et ça, c'est très difficile, et c'est pour ça que moi, ça me parle, le fait de contrôler ses intensités, de ne pas chercher à faire des séances intenses trop difficiles et de s'entraîner dans cette zone-là. Moi, c'est quelque chose que j'utilise et j'ai de très bons résultats avec ça. J'ai très peu de surmenage, très peu de blessures, des athlètes qui progressent en continu. Donc, moi, cette vision holistique, elle me parle bien. Elle me parle bien. Deuxième argument qu'on pourrait avancer pour l'entraînement autour du MLSS. Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'appelle le PGC1 alpha. Donc, c'est un régulateur clé qui est considéré comme le chef d'orchestre de l'adaptation mitochondriale. Donc, c'est un peu complexe, mais en gros, on va chercher à l'activer pour créer des adaptations au niveau des mitochondries et améliorer globalement son système oxydatif, ses performances en endurance. Et pour ça, on a principalement trois voies qui sont activées par l'entraînement et qui vont interagir avec PGC1 alpha, qui vont venir lui dire, voilà, active-toi, crée des adaptations. Donc on a AMPK, MAPK et CAMK2. Et donc AMPK et MAPK, pardon, ce sont des voies qui s'activent majoritairement par la haute intensité. D'accord? La haute intensité ou des modalités un petit peu différentes, mais c'est majoritairement par la haute intensité. Et on a CAMK2 qui s'active un petit peu plus par l'entraînement plus continu à intensité plus basse. Et donc tout ça, j'ai oublié de le préciser, c'est tiré du papier de Stephen Seiler, que je vous mets ici, vous avez le lien. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le PDF et vous aurez le lien. Et donc, euh, Stephen Seiler, il nous parle en fait de ces voies, en fait. Et donc, on sait que les voies de haute intensité, donc AMPK et MAPK, elles sont soumises à la rétro-inhibition adaptative. Donc, c'est-à-dire que plus elles sont activées,
plus la réponse diminue avec le temps. Ok? C'est comme si, et on peut le voir à l'entraînement. C'est-à-dire que si on fait des séances très intenses, on progresse super vite. Par exemple, vous reprenez, enfin, admettons que vous attaquez un cycle de très haute intensité, vous faites des séances vraiment très dures. Vous allez sentir que vous allez passer un cap rapidement, mais ensuite ça va bloquer, vous allez même peut-être régresser. Et donc ça ressemble à ce que dit voilà, Seiler dans son papier, qu'on a une diminution du signal adaptatif. Ok? Par contre, la voie donc, de CAMK2, elle semble rester vraiment réactive sur le long terme, sans ce phénomène de rétro-inhibition. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple que des athlètes font beaucoup de basse intensité toute leur vie, parce que simplement ils continuent à s'adapter. Et en fait, ça permet aussi de voir que il y a souvent une règle dont on parle dans l'entraînement, c'est la variation. Il faut varier l'entraînement. Il faut varier les stimuli. Alors, je suis assez d'accord, mais d'un autre côté, je ne suis pas non plus d'accord. C'est-à-dire qu'il y a certains entraînements qui marchent toute une vie, en fait, qui vont toujours fonctionner, et c'est le cas de la basse intensité. Et ça peut, donc, ce phénomène-là, il peut aussi expliquer pourquoi les séances de HIIT prolongées, donc les séances autour du seuil 2, qui sont plus longues, moins intenses, mais plus extensives, pourraient vraiment fonctionner à long terme. Ok? Donc voilà. Hop. Et donc, ce dont parle Stephen Seiler dans son papier également, c'est que voilà, il donne plusieurs points que je trouve intéressants, c'est pour ça que je vous les ai mis là, mais pareil, vous pourrez télécharger le PDF pour le lire voilà, plus en profondeur. Bah, il dit que le problème de la haute intensité, c'est qu'il y a une surreprésentation des études de la haute intensité dans la littérature scientifique. Ça veut dire qu'on a énormément de papiers qui s'intéressent à des modalités de HIIT, mais à chaque fois sur des durées relativement courtes. Et en fait, on se concentre que sur ça, alors que l'entraînement, c'est toujours une vision holistique et c'est jamais un truc bien précis voilà, qu'on peut isoler. C'est très rarement ça. Ça marche toujours de manière holistique. Une séance très difficile provoque beaucoup de signaux adaptatifs, mais aussi beaucoup de stress systémique, beaucoup de fatigue. Donc on est obligé de prendre une séance dans un contexte global. Ok. Le problème, il parle aussi d'un problème, c'est que le HIIT, il est vu comme problème de maximisation. J'en parlais juste là. On regarde une séance, on se dit, est-ce qu'elle fait progresser, mais on la regarde toute seule. Mais le problème, c'est que l'entraînement en sport d'endurance, comme le dit Saylor, c'est pas un problème de maximisation, c'est un problème d'optimisation. S'entraîner dur, tout le monde sait le faire. Le problème, c'est de s'entraîner, c'est de gérer tous les paramètres et d'être constant toute l'année, et ça, c'est très difficile. Donc voilà. Et la dernière chose aussi dont il parle, c'est le temps d'étude de ces séances à haute intensité. On les regarde souvent sur 6 semaines, mais qui s'entraîne 6 semaines en sport d'endurance? Tous les sportifs d'endurance s'entraînent toute l'année et ils coupent allez, 3-4 semaines dans l'année maximum, donc c'est pas représentatif de la réalité du terrain. Donc voilà. Donc en gros, pourquoi, pour finir, parce que du coup j'ai bien argumenté mon truc, pourquoi cet entraînement des Norvégiens au seuil 2 ou au MLSS? Donc, si vous avez bien compris, cette intensité, c'est pas très élevé finalement, hein. C'est pas une intensité très élevée. Et ben en fait, c'est que cet entraînement plus extensif, il semble avant tout être présent pour une question d'optimisation de l'entraînement en général. Ça permet une bonne balance stress-récupération. Et quand tu as une vision holistique de l'entraînement, tu comprends que ça, c'est super important et que finalement, bah, c'est un peu la clé pour durer dans l'entraînement, pour progresser à long terme. C'est facile de progresser à court terme. Tu prends un athlète, tu lui mets plein de séances de haute intensité, beaucoup de charge, il va progresser très vite. Mais personne ne cherche à progresser sur 3 mois. Si tu es dans un processus d'entraînement et que tu veux vraiment maximiser ton potentiel, tu vises 2, 3, 4, 5, 10 ans, même 15 ans pour atteindre ton potentiel. Et donc pour ça, tu es obligé d'avoir une vision holistique et une vision long terme. Et donc ça explique, tout ça explique pourquoi cet entraînement plus extensif au seuil 2 est important. Bien entendu, ça n'empêche pas d'utiliser l'entraînement à haute intensité ou les séances VO2 max. Il faut juste les placer au bon endroit, au bon moment et pas en abuser. Ok. On peut avoir comme, enfin, là on peut voir les Norvégiens, la base de leur entraînement, c'est la basse intensité et l'entraînement autour du seuil 2, du MLSS ou du sweet spot comme vous voulez. Et ils viennent ajouter finalement à l'approche en fonction des objectifs, par exemple quand ils préparaient les jeux, bah, ils faisaient plus de VO2 max. En fonction de ce qu'ils préparent, ils vont ajouter des entraînements plus intenses. Voilà. Et finalement, on se rend compte aussi que c'est un modèle d'entraînement qui est dans les grandes lignes utilisé depuis très longtemps. Si on prend le cyclisme, il y a déjà 20 ans, le concept de l'entraînement en cyclisme, c'était entraînement à basse intensité, ensuite du tempo, du seuil, et puis à l'approche des courses, de la haute intensité. Et finalement, on voit que même si bien sûr il y a des améliorations, il y a des choses qui sont mieux optimisées, mieux contrôlées et tout ça, mais en fait, dans les grandes lignes, on se rend compte que bon, ben, on n'a rien réinventé, quoi. Finalement, on a juste compris pourquoi ça servait à rien de s'entraîner
trop dur de faire des séances extrêmement difficiles, que bah, tout était une question d'optimisation et de vision holistique. Et ça, en fait, si on voit que sur le terrain, ça existe déjà, mais les Norvégiens l'ont popularisé. Et moi, je pense que c'est une excellente chose. Moi, il y a plein de choses dans cette approche-là qui me parlent bien. Moi, je suis pour la constance, viser les bonnes intensités au bon moment. Je déteste l'entraînement en mode bourrin. Moi, ce que j'aime, c'est que l'entraînement soit cadré, qu'on aille sur une séance avec un but, un objectif, qu'on le remplisse. Et point final, qu'on ne soit pas là en train de viser la difficulté pour la difficulté. Bref, moi, c'est quelque chose qui me parle. Je pense que c'est une excellente chose qu'ils aient popularisé cette approche de l'entraînement parce que ça change un peu la mentalité no pain, no gain qu'on a pu avoir longtemps dans les sports d'endurance. Et ça nous permet d'essayer de comprendre tous ces phénomènes-là. Et puis, c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente. Alors, le but, c'était d'analyser l'entraînement de Christian Blumenfeld, sa préparation, mais surtout de comprendre pourquoi il fait les choses. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi. Je vous montre ses entraînements comme ça, autant aller sur Strava. Je veux dire, voilà, ça nous apprend rien. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi ils font les choses. Donc, j'espère que ça vous aura appris des choses de manière générale. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime et commenter si vous avez des questions. Et potentiellement, je pourrais faire d'autres vidéos de ce type-là qui mêlent analyse et explication un petit peu plus technique. Merci à tous d'avoir été au bout de cette vidéo.